Jean-Louis Bruguière, bonsoir. Vous Bonsoir. êtes ancien juge antiterroriste. Il y a une série de perquisitions cet après-midi et d'arrestations cet après-midi à Bruxelles. Hier soir en France, à Argenteuil, avec l'arrestation d'un homme, je cite le ministre de l'Intérieur, Bernard Cazeneuve, un homme qui avait un projet d'attentat en France conduit à un stade avancé. Chez lui, on a retrouvé des kalachnikovs, des armes de poing, des explosifs. Ça veut dire quoi, stade avancé? Ça veut dire aussi bien pendant ce week-end de Pâques? Non, je crois qu'on ne peut pas dire sur le plan du temps, mais le projet était avancé, suffisamment avancé pour qu'on soit assez près d'une action possible, puisque le matériel était présent. Alors peut-être la cible pas encore déterminée ou pas connue suffisamment, ou elle est connue, on ne nous l'a dit pas, on n'a pas à nous la dire du reste, mais on n'était pas au niveau d'un projet très en amont, assez vague, avec uniquement de la logistique. Là, il y avait manifestement le matériel nécessaire, de l'explosif, du TATP, dit-on, et des fusils d'assaut. Cet homme était en lien avec Abaoud, qui est belge, et dont on dit que c'est le cerveau des attentats à Paris. Est-ce qu'on est face à une filière? En fait, on a l'impression qu'il y a une filière francophone, franco-belge, là, entre Paris et Bruxelles. Alors, je crois qu'il faut être assez prudent là-dessus. On est devant une nébuleuse, incontestablement. Tous ces réseaux sont à peu près les mêmes, sont des réseaux assez informels d'individus qui se connaissent, qui sont connectés et qui font à la fois de la logistique, qui peuvent faire de la logistique et de l'opérationnel. On l'a bien vu, du reste, avec ce qui s'est passé à Bruxelles, puisque le réseau a été démantelé, et puis ensuite, ceux qui sont restés à El Fer al-Barkaoui sont passés à l'action, alors qu'ils étaient dans la logistique avant. Donc je pense qu'on a un réseau beaucoup plus important qu'on ne le pense. Alors, Jean-Louis Bruguière, justement, cet après-midi, il y a eu une perquisition à Bruxelles. Il y en a eu hier à Paris. On a l'impression qu'elles se multiplient en ce moment, les perquisitions, les arrestations. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a de plus en plus d'informations, ou ça veut dire que la police se pose plus de questions, maintenant, vu ce qui se passe, au moindre soupçon, elle balance. Non, je crois que beaucoup d'informations. On est en train de capitaliser tout le travail qui a été fait en amont, enfin jusqu'à présent, en France et en Belgique, et la coopération franco-belge. On est en train de déviler la plotte, si vous voulez, excusez-moi l'expression, et que les enquêtes... Ça veut dire que les terroristes, quand ils sont interrogés, ils se mettent à table, ils parlent. Ils peuvent parler, mais c'est pas uniquement ça. Il y a l'exploitation matérielle des éléments qui ont été saisis. Il y a tout le matériel, on n'en parle pas, il y a des téléphones portables, il y a du matériel informatique, on exploite. Et puis il y a toutes les informations, et la collecte. Vous pensez bien qu'aujourd'hui, il y a une intense coopération internationale sur le plan du renseignement, pas uniquement entre la France et la Belgique. Donc tout ça collecté avec une mobilisation très forte fait qu'on avance et qu'il y a des éléments et que les juges ou les policiers font de l'exploitation au quotidien de l'ensemble des éléments et qu'on permet donc d'identifier de nouvelles caches, perquisitions, et ainsi de suite. Selon Le Monde, Salah Abdeslam aurait été interrogé sommairement par la police belge. Le terroriste aurait même un peu baladé les enquêteurs. Comment on interroge un terroriste de la trempe de Salah Abdeslam qui ne veut pas parler, qui ne veut pas donner des informations? Est-ce qu'il y a des techniques pour le faire parler? On ne peut pas faire parler quelqu'un qui ne veut pas parler, mais vous savez que maintenant dans le droit français, il y a le droit au silence, qui est un droit légal. Je veux dire, attirer l'attention sur le fait que, contrairement à ce qui se passe en France, en Belgique, les gardes à vue sont très courtes, 24 heures, plus éventuellement une autre période de 24 heures, ce qui est le droit commun en France. Aujourd'hui, en France, pour le terrorisme, c'est 4, voire même 6 jours, dans certaines circonstances. Et l'expérience prouve, moi je peux vous le dire, que les premières 24 heures même sont des 24 heures qui sont à peu près perdues parce qu'elles sont consacrées essentiellement à des problèmes de procédure qui sont essentiels. Si vous faites une faute de procédure, l'annulité, c'est l'annulité de l'ensemble de la procédure. Il y a des droits, il y a un ensemble de règles. Donc, entre guillemets, il y a une perte de temps, enfin des temps consacrés nécessairement à la procédure qui n'est pas celui qu'on peut faire pour un interrogatoire. Donc c'est pas les enquêteurs qui n'étaient pas bons, c'est que la procédure belge, 24 heures de garde à vue, elle n'est pas adaptée pour faire parler des terroristes comme ça. Même pas adaptée, pas pour faire parler, pour interroger. Pour interroger, oui. Alors je ne connais pas la procédure belge, mais je pense qu'elle est très calquée sur la procédure française. Moi je considère que 48 heures, 24 heures, en France, même 48 heures, c'est beaucoup trop court. Mais il n'y a pas des techniques pour faire... Dans les séries américaines, on voit qu'on joue sur l'intimidation, on ramène la maman du terroriste pour essayer de l'attendrir, non? Écoutez, moi je peux vous dire, j'ai eu un certain nombre de gardes à vue d'interrogatoire. Le principe est très simple. Le principe, il faut être très professionnel. C'est-à-dire qu'on interroge les gens que déjà lorsqu'on a à peu près... On sait à peu près tout. Alors ça dépend, là on est dans la précipitation. Mais si vous voulez, vous ne faites parler des gens que si vous avez des éléments à leur offrir. Si vous leur offrez rien, ils vous diront rien. Donc ils se rendent compte à un moment donné, si vous voulez, que si vous avez beaucoup de choses, eux ont intérêt à jouer, à manipuler. Il faut leur donner des espaces. Mais les espaces, il faut que vous ayez des éléments. Et c'est cette relation qui fait que le type, à un moment donné, parce que c'est pas uniquement un terroriste, c'est un homme, il peut jouer et se dire j'ai intérêt à un moment donné à ça, parce que de l'autre côté, ils savent. Il y a une espèce un peu de partie d'échec qui peut se faire psychologiquement. Mais si vous n'êtes pas professionnel... C'est une mine d'or, Salah Abdeslam. C'est ce que dit son avocat, on va voir. Mais son avocat, vous voyez, à un moment donné, il ne voulait pas. Maintenant, curieusement, il va revenir en France. Curieusement, il se précipite pour qu'il vienne. Peut-être qu'il n'a pas tellement envie qu'il reste trop longtemps sur le sol belge, compte tenu de ce qui s'est passé. Moi, je n'en sais rien. Mais
l'avocat, vous ne pouvez pas le reprocher, c'est normal, c'est le droit de la défense, il a sa propre tactique. Donc, Salah Abdeslam va venir en France, il va être interrogé. Bon, peut-être qu'il va nous délivrer des secrets, on verra. Il sera sûrement jugé, condamné, peut-être à perpétuité. Vous avez une opinion sur la droite qui dit qu'est-ce que c'est que cette perpétuité, NKM, qui dit au bout de 30 ans, on vous relâche. Alors 30 ans, ça fait quand même 2046 pour Salah Abdeslam. Écoutez, je crois qu'il faut... En tout cas, ce débat sur la perpétuité, de mon point de vue, pose un autre problème, qui est celui de l'effectivité des peines prononcées par la juridiction de jugement. Ça, c'est un vrai souci. On vous condamne 10 ans et on vous relâche au bout de... Contrairement à ce qui se passe dans les pays anglo-saxons, mettons les États-Unis de côté, ils ont la peine de mort, ils ont des choses... Mais même d'autres pays comme le Royaume-Uni ou l'Allemagne, vous avez une effectivité qui est beaucoup plus forte. Ici, il y a incontestablement, avec tous les mécanismes qui sont faits, y compris sur le juge d'application des peines, les grâces, les remises de peine, etc., le fait que, en fait, la peine, 60-70%, fois moins de la peine est effectuée. Donc il y a quand même un problème. Et pourquoi c'est un problème si on sort au bout de, c'est le problème, si vous voulez, de la moitié de son temps? Parce que c'est le système, si vous voulez, le système légal. Mais je trouve qu'il n'est pas normal, si vous voulez. Vous avez vu, vous, des gens que vous avez condamnés, qui ont été relâchés, qui continuent... Alors Non, mais on en voit, bien sûr qu'on en a vu. Et qui continuent de répandre leur venin dans ce domaine, il faut savoir dans ce domaine que les gens les plus radicalisés n'abandonneront jamais. Voilà. Donc quand on les relâche, ils continuent de cracher. Regardez les frères Kouachi, un bon exemple, par exemple. Mais j'en ai d'autres. Tous ceux, moi, qui sont passés, la plupart, pas les citer tous, la plupart sont revenus et ont été beaucoup plus violents. Un, par exemple, que je connais bien, je peux en parler, Saïd Arif, par exemple, qui était dans les réseaux dits de Francfort, qui a été un des responsables de ce réseau qui a fait commettre un attentat, massacre sur la cathédrale de Strasbourg en 2000. Il est parti après en Syrie et il a été tué il y a un an, je crois, par un tir de drone américain. Voilà. Il était au cœur. Mais il y en a, je ne veux pas tous les citer. La plupart de ceux que j'ai eus, aujourd'hui, changent de casquette, sont dans le djihad. Un jour, ils sont GIA, GSPC, après Al-Qaïda, et maintenant, ils sont dans ce qui est le plus attractif. Jamel Begal, non? Jamel Begal, qui était dans le Cantal, là, qui était reçu par les frères, qui recevait les frères Kouachi. Qui est au contact des frères Kouachi de Koulibaly. Voilà. Mais enfin, donc, si vous voulez, là, il y a une problématique moi, je pense, sur l'effectivité de la peine, au-delà du débat sur le... Jean-Louis Bruguière, un mot sur les attentats de Bruxelles. Il y a ce testament assez étrange de Ibrahim El Bakraoui, vous savez, celui qui s'est fait le kamikaze de l'aéroport de Bruxelles, qui dit qu'il ne se sent plus en sécurité, qu'il est recherché partout, qu'il ne sait plus quoi faire, qu'il est désespéré. On est loin du djihad triomphant. On a l'impression qu'aujourd'hui, les djihadistes, ils arrivaient à recruter parce qu'ils proposaient l'aventure, sauver les frères en Syrie. Aujourd'hui, on voit que c'est quoi c'est se faire exploser, être un kamikaze en Europe, ou bien se faire arrêter par la police. Est-ce qu'ils ne vont pas avoir un problème de recrutement? Je ne crois pas, parce que si vous voulez, je pense que c'est très compliqué. On est dans le cadre d'un individu qui est très en radicalité, très engagé, mais qui se trouve un peu dans un étau, l'étau se resserre. Ouais. L'étau se resserre, et il sait qu'aujourd'hui, il s'est passé avec Salah Abdeslam, que je veux dire, les chances pour lui d'échapper, c'est-à-dire m'échapper, même pour continuer le djihad ailleurs, parce qu'ils veulent quand même continuer, sont très étroites. Donc l'issue pour lui, c'est pas de se rendre. Il veut pas se rendre malgré tout. Il va mourir en kamikaze parce que c'est quand même l'objectif final. Mais il trouve que c'est un peu court probablement. Et quand il dit qu'il n'y a plus d'issue, c'est que opérationnellement, il considère que c'est très difficile de continuer. Est-ce que ça ne veut pas dire qu'on a gagné une petite partie ça veut dire qu'il n'a plus son repère. Ça veut dire que la base arrière, Molenbeek, ça ne tient plus. C'est plus un repère pour ce djihadiste. Il est incontestable que, si vous voulez, que ces arrestations, celle de Salah Abdeslam et des autres, c'est un échec pour Daesh. Et c'est un échec important parce que c'est un échec de communication. Daesh a construit tout son système sur la communication dans la terreur. La terreur, pas la communication. Et aujourd'hui, on a une contre-communication, un contre-message de terreur, avec en plus donc aussi des échecs sur le terrain. Merci beaucoup, Jean-Louis Bruguière, d'être venu nous commenter toutes ces arrestations et tous ces derniers éléments. Donc, je rappelle que vous êtes ancien juge antiterroriste, donc avec toute l'expérience, vous avez connu ce genre d'événements. Merci. Restez avec nous tout de suite, Caroline Roux. C'est dans l'air. 38 000 chômeurs de plus en février. Ce sont les plus mauvais chiffres depuis 2 ans et demi. Une douche glacée pour François Hollande qui subit en prime la mobilisation contre la loi El Khomri. C'est tout de suite. C'est dans l'air. Caroline Roux.